Bonjour. Après nous être intéressés à la classification des matrices de O3 de R, des matrices orthogonales carrées d'ordre 3, nous allons nous intéresser à son application à la classification des isométries vectorielles en dimension 3. En particulier, dans un premier temps, des isométries vectorielles positives. Nous avons vu dans un premier temps que A était une matrice de SO3 de R si et seulement si il existait un θ élément de moins pi, tel que A était orthosemblable à la matrice 1, 0, 0, 0 cos θ sin θ, 0 moins sin θ cos θ. Mais, ce qui a été assez étonnant, c'est que cette matrice était elle-même orthosemblable à la matrice 1, 0, 0, 0 cos moins θ sinus moins θ, 0 moins sinus moins θ cosinus moins θ. Pourquoi ceci? Eh bien parce que si la première était la matrice de U dans une base orthonormale directe E1, E2, E3, la deuxième était la matrice de U dans la base elle-même orthonormale directe moins E1, E2, moins E3. Donc dans la suite, nous serons obligés de faire très attention à ceci. La droite des invariants, la droite de vecteur propre pour la valeur propre 1, eh bien, admet deux vecteurs unitaires, E1 et moins E1. Et suivant le choix de ce vecteur E1, ou moins E1, nous orientons différemment le plan orthogonal, puisque nous avons vu précédemment qu'un plan en dimension 3 était orienté à l'aide de son orthogonale. Et en orientant différemment ce plan, eh bien l'angle, qui pouvait être θ dans un cas, se révèle être moins θ dans l'autre. Donc nous devrons faire très très attention à ceci pour être cohérents dans la suite. Ces remarques étant faites, nous comprenons clairement que être dans SO2E, c'est la même chose qu'avoir sa matrice qui est dans SO3 de R en base orthonormale directe. Donc nous pouvons dire que U appartient à SO2E si et seulement s'il existe une base E1, E2, E3 orthonormale directe. Il existe un θ compris entre moins pi et pi, tel que la matrice dans B de U vaut 0, 0, 0 cos θ sin θ, 0 moins sin θ cos θ si je la donne par colonne. Nous dirons alors que U est la rotation d'axe dirigée par E1 et d'angle θ, qui, d'après la remarque que nous avons faite précédemment, est aussi la rotation d'axe dirigée par moins E1 et d'angle moins θ. Dans le poly, je donne étape par étape la méthode pratique pour réduire un automorphisme orthogonal positif, une isométrie vectorielle positive ou une matrice de SO3 de R. Nous allons détailler cette méthode et l'expliquer. Premièrement, pour montrer qu'une matrice est orthogonale, une bonne méthode, c'est montrer que chacun de ces vecteurs colonnes est normé et que les vecteurs colonnes sont 2 à 2 orthogonaux, que leur produit scalaire vaut 0. Dans ce cas, pour montrer qu'elle est positive, on peut regarder si son déterminant vaut 1, ou alors regarder, et elle serait négative dans ce cas-là si son déterminant vaut moins 1. Mais une autre méthode, c'est de dire qu'elle sera positive si C1 vectoriel C2 vaut C3, ou négative si C1 vectoriel C2 vaut moins C3. Comme C1 vectoriel C2 vaut ou C3 ou moins C3, il suffit de regarder ce qui se passe sur une des coordonnées non nulles de C3. Je regarde la coordonnée correspondante de C1 vectoriel C2, ou c'est exactement la coordonnée de C3 et on a une matrice positive, ou c'est l'opposé et on a une matrice orthogonale négative. Supposons maintenant qu'on ait obtenu, qu'on ait justifié que A était une matrice orthogonale positive. Eh bien, nous savons qu'elle est orthosemblable à une matrice de la forme 1, 0, 0, 0 cos θ sin θ, 0 moins sin θ cos θ, matrice que nous cherchons à déterminer. Nous connaissons un invariant de similitude qui est la trace. Donc la trace de A, c'est 1 plus 2 cos θ, ce qui nous permet d'obtenir cos θ. Alors évidemment que dans le cas où cos θ vaut 1 ou moins 1,
le sinus vaut 0, l'angle vaut 0 ou pi, là c'est terminé, on n'a pas de problème. Mais dans le cas général, pour un cos θ donné, il y a deux valeurs possibles de θ dans moins pi pi. Suivant que sinus θ est positif ou négatif. Et c'est là que ce sera un peu délicat. Nous allons chercher par la suite le vecteur E1. Nous allons chercher la droite vectorielle des invariants de U, le sous-espace propre pour la valeur propre 1. C'est une droite vectorielle, il y a deux vecteurs unitaires, donc en faisant le choix de l'un de ces deux vecteurs, nous imposerons le choix de l'autre. Donc nous choisissons E1, un des vecteurs unitaires des invariants, et c'est là qu'il va falloir être cohérent, je le répète. Dans le poly, je dis que pour aller chercher parfaitement des θ, on va choisir y non nul orthogonal à E1 et s'intéresser au signe du produit mixte E1, y, U de y. En fait, on peut faire encore plus simple, et j'insiste là-dessus, c'est de choisir un vecteur y non lié à E1. Et on doit aussi connaître U de y. Le choix le plus simple, c'est de choisir un des vecteurs de la base de départ. Pourquoi? Parce que ce vecteur, il s'exprime simplement dans la base de départ. Il a une coordonnée qui vaut 1 et les autres valent 0. Et U de ce vecteur, on le connaît parfaitement, on le trouve dans la colonne correspondante de la matrice de U, à savoir de grand A. Or, il y a au moins un des vecteurs de la base de départ qui est libre avec E1. Donc, on choisit E1. On choisit un vecteur de la base de départ libre avec E1. Et on prend la colonne correspondante de grand A. On calcule le déterminant, à savoir le produit mixte. Et ceci nous donne exactement le signe de sinus θ, d'où θ. Nous justifierons dans une annexe que cette méthode fonctionne bien. Alors regardons sur un exemple. Donnons-nous l'isométrie vectorielle de matrice grand A égale par colonne 2 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, dans la base canonique de OR3, supposée orthonormale. Alors déjà, on vérifie que cette matrice grand A est bien orthogonale, puisque chacune des colonnes a pour norme au carré 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 1 neuvième, 9 neuvièmes, à savoir 1. De la même manière, on vérifie facilement que C1 scalaire C2 égale C1 scalaire C3 égale C2 scalaire C3 égale 0. La matrice grand A est bien orthonormale, ce qui prouve bien que U est une isométrie vectorielle. De deux choses l'une, où le déterminant de A vaut 1, et c'est une isométrie vectorielle positive, ou le déterminant de A vaut moins 1, c'est une isométrie vectorielle négative. Mais plutôt que de calculer le déterminant, on peut le caractériser autrement, où C1 vectoriel C2 égale C3, et c'est une isométrie vectorielle positive, ou C1 vectoriel C2 égale moins C3, et c'est une isométrie vectorielle négative. Nous n'allons pas calculer tout le produit vectoriel C1 vectoriel C2, puisque nous savons que c'est exactement C3 ou moins C3. Nous allons donc juste regarder sur une des coordonnées non nulles de C3, par exemple sur la troisième. La troisième coordonnée de C3 vaut 2 tiers. La troisième coordonnée de C1 vectoriel C2, c'est exactement le déterminant de 2 en gardant que les deux premiers coefficients de C1, les deux premiers coefficients de C2. Et on trouve de nouveau que ça vaut exactement 4 neuvièmes plus 2 neuvièmes, 6 neuvièmes, à savoir 2 tiers. On obtient que C1 vectoriel C2 vaut C3. Donc A appartient à SO3 de R. U est une isométrie vectorielle positive. Nous utilisons immédiatement l'invariant de similitude qui est la trace, puisque nous savons que nous cherchons une base orthonormale directe 1, E2, E3, dans laquelle la matrice de U est de la forme 1, 0, 0, 0 cos θ, sin θ, 0 moins sin θ, cos θ. Et donc nous avons trace de A égale 1 plus 2 cos θ, mais or trace de A, c'est 2 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers, à savoir 2. Ce qui nous donne que cos θ égale 1 demi. Cos θ valant 1 demi, nous savons que θ vaut plus ou moins pi sur 3. Et nous savons aussi que la valeur de θ sera liée au choix du vecteur E1 que nous ferons.
Ce vecteur E1, c'est un vecteur unitaire des invariants de U, du sous-espace propre de A pour la valeur prend 1. Je regarde la matrice A-I3, et si j'appelle C'1, C'2, C'3, c'est colonne. Je disais donc que je regarde la matrice A-I3. Et si j'appelle C'1, C'2, C'3, c'est colonne. Je remarque que C'1 plus C'2 plus C'3 vaut 0. Donc E1 de A, c'est vec de 1, 1, 1. Et comme je veux un vecteur unitaire, je choisis le vecteur 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Je sais que en choisissant E1 de telle manière, j'oriente l'espace, j'oriente le plan E1 orthogonal, je fixe θ. Et pour déterminer si θ vaut pi sur 3 ou moins pi sur 3, à savoir pour déterminer le signe de θ, je sais que le signe de θ, c'est le même que le signe de son sinus, parce que sur 0 pi, le sinus est positif, sur moins pi 0, le sinus est négatif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le signe du produit mixte E1, Y, U de Y, où Y est un vecteur libre avec E1. Et j'ai dit que je vais aller choisir un vecteur de la base de départ. Par exemple, ici, le vecteur epsilon 1 de la base canonique. Le vecteur 1, 0, 0 n'est pas lié avec E1. Et U de epsilon 1, je sais que c'est exactement exprimé dans la première colonne de A. Donc je calcule le produit mixte, ce qui me donne en première colonne E1, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. En deuxième colonne, epsilon 1, 1, 0, 0. En troisième colonne, U de la première colonne de A. Je trouve exactement que ça vaut racine de 3, c'est strictement positif. Donc, sinus θ est positif, donc θ vaut pi sur 3. Et j'en conclus que U est la rotation d'axe dirigée par E1 égale 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, et d'angle pi sur 3. Évidemment que c'est aussi la rotation d'axe dirigée par moins E1 et d'angle moins pi sur 3. Si je prends le vecteur E2, 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, 0, unitaire orthogonal à E1, E3 égale E1 vectoriel de 2, eh bien la matrice dans E1, E2, 3 de U, c'est 1, 0, 0, 0, 1,5 à savoir cosinus pi sur 3, racine de 3 sur 2 à savoir sinus pi sur 3, 0 moins racine de 3 sur 2, 1,5.